Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à une notion, une définition, en tout cas un sujet qui est en parallèle de nos sujets de technologie en particulier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intérêt des microservices et pourquoi cet intérêt sur les microservices. Alors cet intérêt, tout simplement, c'est tout d'abord parce que c'est un concept qui est utilisé dans la plupart des entreprises où l'IT est à la pointe. Et c'est aussi pour ça que tout le monde essaye de suivre cette tendance aussi. C'est que les grands groupes qui réussissent utilisent ces technos de microservices. Donc tout le monde se dit que il faut être dans le coup, quoi. Alors l'entreprise qui est la plus réputée pour les microservices, c'est Netflix en l'occurrence. Mais il y a d'autres entreprises qui sont assez connues, Sarenza, Zalando, Amazon, Google, etc., qui sont assez réputés pour travailler à partir de microservices. Alors pourquoi cet intérêt sur les microservices? Alors premièrement, ça permet de travailler en microservices et travailler sur des périmètres plus restreints que sur des applications monolithiques, et du coup de travailler avec des équipes plus petites, donc c'est plus facile aussi à gérer d'un point de vue management. On définit les tailles d'équipe en architecture de microservices, en taille, en nombre de pizzas. Donc en gros, c'est une équipe, c'est 1 à 2 pizzas, et quand on arrive à se partager 1 à 2 pizzas, c'est qu'on est à peu près dans les bonnes tailles. C'est assez rigolo, donc on parle de pizza team. Notamment. Voilà, si vous entendez parler de ces sujets-là, voilà, vous pouvez regarder sur internet, c'est assez intéressant de voir qu'on parle en pizza team. L'autre élément, le développement du coup sur des microservices est plus simple puisqu'on est sur des périmètres plus restreints. Du coup, il est plus rapide et il est plus agile. Donc, on reviendra certainement sur cette notion d'agile, qu'est-ce qu'on considère comme agile, etc. Donc, on va considérer qu'on peut manœuvrer plus rapidement en matière de développement et aller plus vite. Le fait d'avoir aussi du microservice, on est sur des périmètres plus restreints, des applicatifs plus réduits, et donc ça a facilité une itération beaucoup plus répétitive, plus rapide. Donc ça va permettre de démultiplier le nombre de versions et donc du coup de développer plus vite et d'être plus réactif par rapport aux besoins par exemple si on prend un site de e-commerce des visiteurs. Donc ça c'est assez sympathique. Ça suit aussi cette tendance qui est le DevOps, qui cherche à itérer de manière plus soutenue les choses. En gros, on peut considérer qu'on va avoir des mises à jour d'un applicatif ou d'un microservice au moins une fois par semaine, voire plus régulièrement encore que ça. Alors aussi, pourquoi ça permet d'itérer plus? Parce que aussi c'est plus facile à tester, plus facile à recéter. Donc on va être sur un périmètre plus restreint, donc on va mettre en place des tests vraiment très précis par rapport à ce microservice et pouvoir faire ces tests plus facilement et les automatiser encore plus facilement. En matière de base de données aussi, j'ai oublié un petit test à base. Les bases de données, l'intérêt c'est aussi quand on est en microservice, alors suivant les templates, mais globalement les templates qui existent, parce qu'il y a des modèles qui existent en matière de microservices, on y reviendra peut-être. À ce sujet, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube de Arun Gupta, qui est un évangéliste dans ce domaine, et qui explique notamment les templates de microservices. En matière de base de données, ça a un impact. C'est qu'elles sont moins complexes, moins lourdes les bases de données, puisqu'en fait on est sur si on a une base de données par microservice, on a des bases de données plus petites. Du coup, on a des bases de données aussi moins complexes, moins transactionnel, en tout cas avec un intérêt moindre pour le transactionnel, et du coup moins de SQL, et souvent on a une montée en puissance du NoSQL aussi qui est un petit peu à faire en parallèle. On a aussi une meilleure gestion des défaillances. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intervenir, isoler plus facilement un service qui est défaillant, et on va pouvoir même y remédier de manière variée, donc soit déjà dans un premier temps en utilisant des systèmes de load balancing bien sûr, en utilisant des systèmes de circuit breaker, de court-circuit, en fait je ferai certainement une vidéo dessus, donc ça va être un moyen de se dire si on perd ce service là, comment on fait pour s'en passer.
Voilà, et aussi en matière de cache, voilà, on peut se dire, tiens, si on perd ce service-là, à la place d'avoir une page dynamique, en attendant que le service se rétablisse, alors on parle en secondes, on ne parle pas non plus en heures, on peut servir des pages qui habituellement sont dynamiques en pages statiques. Ça existe ce genre de système-là pour faire patienter, entre guillemets, le visiteur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Tout n'est pas rose en matière de microservices. C'est vrai qu'il y a des gens, alors les évangélistes vendent ça comme un système qui est le remède un petit peu à tout. C'est pas tout à fait vrai, et ceux qui sont honnêtes le disent aussi assez largement. Alors pourquoi tout n'est pas rose? Parce que quand on a des microservices, on a tout de suite des centaines et des centaines de microservices, en tout cas dans les infrastructures plus importantes, et il faut gérer les flux. D'un point de vue vraiment flux, pour le coup, réseau, il faut gérer ces flux avec des entrées, des sorties, des ports différents, divers et variés, etc. Alors il faut un peu standardiser les choses, bien sûr, mais il faut une organisation de travail dans ce domaine, sinon on est vite dépassé. On a donc une sollicitation aussi qui est plus importante en matière de réseau, puisqu'on a beaucoup plus d'échanges entre les machines. On a aussi du coup une infrastructure beaucoup plus, souvent plus complexe, plus difficile à modéliser. Avant, on modélisait assez facilement sur des schémas, on va dire standards, et à l'œil humain, les choses étaient regardables, en tout cas lisibles. Maintenant, ça devient assez difficile quand on est vraiment sur des infrastructures lourdes en matière de microservices. Il y a des services, des outils supports du coup qui se sont créés en matière de microservices. On peut parler par exemple des registries de services qui aident vraiment beaucoup. Donc pour certains, on a un peu l'impression que c'est remplacer le DNS, mais c'est plus que ça. Et en tout cas, des outils comme Consul ou Zookeeper permettent en fait de tenir à jour ces listes de microservices et de comment joindre chacun des services et quel est leur état notamment. D'autres services comme Kafka par exemple, donc les message queues permettent aussi de travailler en microservices un peu plus facilement. La communication elle se fait par API, alors ça veut dire aussi d'autres choses, ça veut dire bien sûr des flux, mais ça veut dire aussi organiser les choses, standardiser les choses, normer, c'est-à-dire avoir toujours les mêmes principes, les mêmes règles, utiliser le plus souvent possible les mêmes outils pour pouvoir s'y retrouver très très facilement. Et puis, en termes d'humain, c'est aussi une bonne communication qui doit avoir lieu entre les équipes, que ce soit entre les devs, les infra, ops et les DevOps, pour pouvoir partager, on parlait de standardiser les choses, apprendre à mieux standardiser les choses, expliquer quand il y a des nouveaux services, expliquer quand ils sont faits, avoir des systèmes pour, ne serait-ce que par des hooks, informer quand il y a des nouveaux déploiements, etc. Voilà, et puis bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que c'est un effet de mode? Alors effet de mode, pas au sens négatif du terme, mais en tout cas, il faut s'adapter au contexte. Et souvent, on peut se poser la question là, des microservices, est-ce que c'est pour s'adapter à des technologies actuelles ou vice-versa? Est-ce que c'est les technologies actuelles qui s'adaptent au fait qu'on a un besoin de microservices? Là, je vous laisse disserter un peu sur cette chose-là, parce que c'est vrai que c'est un peu l'œuf et la poule. Est-ce qu'on, par exemple, je sais très bien qu'on peut très bien se dire, il faut faire du Docker pour faire du microservice, et vice-versa, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de Docker pour faire du microservice, et on n'est pas obligé de faire du microservice qu'avec Docker. Voilà, donc je vous laisse en parler en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et n'hésitez pas aussi à faire connaître la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.